Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 21 octobre 2025 et notre cher ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci de m'avoir à nouveau invité, Nima. John, nous avons eu une rencontre entre Donald Trump et Zelensky, après laquelle Trump a déclaré qu'il n'enverrait pas de missiles Tomahawk en Ukraine, du moins pour le moment. Ensuite, il y a eu la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Avant cette rencontre, il avait indiqué que le secrétaire d'État américain et le ministre russe des Affaires étrangères se réuniraient pour discuter des principales questions. Il semble que, d'après CNN, la réunion ait été reportée. Quelles sont les dernières informations concernant cette rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain et le ministre russe des Affaires étrangères? Merci pour la question, Nima, et merci d'avoir mentionné les responsables dans cette affaire. Il n'y a eu aucun report de quelque chose qui n'a pas été convenu. C'est ce qu'a déclaré hier le vice-ministre des Affaires étrangères, Ryabkov. Ryabkov a ajouté « Nous ne confirmons pas ce que certaines sources occidentales, je le lis devant moi, ont écrit hier. » C'était donc hier, M. Ryabkov. Il y a quelques minutes ou quelques heures, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, à la suite d'une rencontre qu'il a eue à Moscou avec le ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, a fait cette déclaration. Permettez-moi de la lire, car elle l'exprime plus rapidement et plus clairement que je ne pourrais le faire. Nous avons convenu de poursuivre ces contacts téléphoniques, a déclaré M. Lavrov, afin de mieux comprendre où nous en sommes et comment avancer dans la bonne direction. Permettez-moi simplement de commenter que lorsque M. Lavrov dit « Nous poursuivrons les contacts téléphoniques », il veut dire littéralement par téléphone. Ce qui en réalité ne s'est pas produit, c'est ce qui avait été suggéré la semaine dernière, pendant et après la rencontre de Zelensky lors du déjeuner dans la salle du cabinet avec Trump, à savoir que Blinken et Lavrov se rencontreraient en personne. Cela n'aura pas lieu. À la place, il y a eu l'appel téléphonique d'hier, et maintenant Lavrov dit qu'ils poursuivront ces contacts téléphoniques. Puis Lavrov poursuit. J'ai été surpris de lire aujourd'hui que selon CNN, la rencontre entre M. Poutine et M. Trump pourrait être reportée, car après notre conversation d'hier avec M. Blinken, les responsables américains sont parvenus à la conclusion que la position de la Russie avait à peine changé depuis la réunion d'Alaska et restait conforme à ses exigences maximalistes initiales. C'est le terme américain également utilisé à Londres. Poutine formule des exigences maximalistes. Lavrov rejette ce qu'il a qualifié de comportement peu scrupuleux de nombreux médias occidentaux. CNN en est célèbre. Et ils ont également attaqué Reuters. Je veux confirmer officiellement, déclare M. Lavrov, que la Russie n'a pas modifié sa position par rapport aux accords qui avaient été conclus au cours des longues négociations entre Vladimir Poutine et Trump en Alaska. C'est très important. Dire qu'il s'agissait de longues négociations. Eh bien, ce n'était pas vraiment de longues négociations. Elles ont été écourtées. Elles devaient durer 4 heures et demie, mais ont été réduites à 2. La conférence de presse que Poutine et Trump ont tenue figurait sur les documents du département d'État, et nous avons déjà parlé de ces documents qui ont fuité dans cette émission. Avant cela, la durée est passée d'environ 45 minutes à environ 12 minutes, dont 8 occupées par le président Poutine. Il y a donc des controverses. Il y a des problèmes. Il existe en réalité différentes versions. Du côté américain, des versions légèrement différentes, bien que moins divergentes que celles des Russes. Souvenez-vous simplement, pour commencer, que nous avons déjà connu cela. Ne considérons pas le président Trump comme le maître négociateur dans cette affaire. Sur scène, ce que nous voyons, c'est un ventriloque et une marionnette. Et la marionnette, c'est Trump. Les ventriloques sont nombreux. Il y en a plusieurs.
dont le général Dan Kane, dont la présence à la table lors du déjeuner avec Zelensky la semaine dernière était visible. Je l'ai vu sur les photos, mais il n'est pas mentionné. C'est important aussi. Mais nous y reviendrons. John, nous avons reçu une déclaration du gouvernement britannique, conjointement avec Zelensky, appelant à un cessez-le-feu immédiat, à laquelle Lavrov a répondu. Il a déclaré qu'un cessez-le-feu immédiat en Ukraine signifierait simplement que la majeure partie du pays resterait sous le contrôle des nazis. Je pense que c'est toujours le cas pour les discussions entre le ministre russe des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain, et même entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le problème, c'est que les États-Unis, avec les Européens, ne sont pas disposés à comprendre la position russe, à mon avis. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Pourquoi ne sont-ils pas disposés à comprendre la position de la Russie sur un cessez-le-feu immédiat, ce que cela impliquerait pour eux? Eh bien, revenons au point principal. Parce que John, le principal argument du côté de la Russie est que s'ils font cela, l'Ukraine resterait entre les mains des nazis. Ils veulent dénazifier l'Ukraine. Oui, exactement. Et Lavrov vient de répéter ce que vous avez dit. Un cessez-le-feu immédiat est inacceptable pour la partie russe, car cela ne signifierait qu'une chose. L'autre camp pourrait faire une pause dans sa défaite progressive sur tous les fronts, sur toutes les sections du front et en profondeur. Il y a eu d'importantes attaques sur Tchernihiv, Odessa et ailleurs au cours des dernières 24 heures. C'est exact. Vous l'avez très bien formulé. Mais faisons deux choses ici. Tout d'abord, souvenez-vous, Trump est la marionnette. Il y a d'autres ventriloques. La partie russe essaie de dire qu'il y a une différence entre les Européens et Trump. Eh bien, c'est la différence entre un groupe de ventriloques et la marionnette. Mais la partie russe ne va pas le dire officiellement ou publiquement. Maintenant, soyons clairs sur ce que Trump lui-même a dit à ce sujet. On lui a posé la question à bord de l'avion. Je ne me souviens plus si c'était sur le chemin de la Floride pour le week-end afin de jouer au golf ou sur le chemin du retour. Laissez-moi vous le lire. Je l'ai sous les yeux. Vendredi, un journaliste a demandé « Vous avez dit avoir eu une rencontre cordiale avec le président Zelensky. » Trump, oui. Question. Lors de cette rencontre, lui avez-vous dit qu'il devait céder toute la région du Donbass à la Russie? Trump, non, nous n'en avons jamais parlé. Nous pensons qu'il devrait simplement s'arrêter aux lignes où il se trouve, les lignes de front. Il y a une ligne de front en ce moment, dit Trump, et le reste est très difficile à négocier. Si vous dites « vous prenez ceci, nous prenons cela », vous savez, il y a tellement de permutations possibles. Donc ce que je dis, c'est qu'ils devraient s'arrêter maintenant sur les lignes de front, rentrer chez eux, arrêter de tuer des gens et en finir. Question, que pensez-vous qui devrait se passer avec la région du Donbass? Trump, qu'elle reste telle qu'elle est. Elle est déjà morcelée. Je pense que 78% du territoire est déjà pris par la Russie. Laissez-la comme ça, telle qu'elle est maintenant. Ils pourront négocier quelque chose plus tard. Mais j'ai dit, et il parle de s'entretenir avec Zelensky vendredi, de couper et de s'arrêter sur la ligne de front. Rentrer chez soi, arrêter de se battre, arrêter de tuer des gens. Voilà ce que Trump a dit. Donc, en un sens, il n'y a pas de changement. Les ventriloques assis à Bruxelles, Londres, Paris et Berlin, surtout Berlin. Max a été un grand et constant promoteur d'un cessez-le-feu immédiat, disent et renforce ce que dit Trump. En réalité, il le pousse à parler. Il réagit à ces incitations, puis il réagit à d'autres incitations lorsqu'elles apparaissent à Washington,
que cela vienne du Pentagone, de la CIA ou de la Maison-Blanche elle-même. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Et donc, Trump invite ces incitations. Mais peut-être que nous y reviendrons un peu plus tard, car voici une question qui n'a encore jamais été posée. Quel impact cela aurait-il sur l'Europe si Trump mettait fin à la guerre? Mais revenons-y dans un instant. John, est-ce que Donald Trump se soucie de l'Europe? Je veux dire, est-ce même la bonne question à poser? Attendez une minute, je suis correspondant en Russie. C'est pas mon rôle de m'impliquer. Jusqu'à présent, ce que nous avons vu de Donald Trump et de son administration, c'est que tout ce qui l'intéresse, c'est d'augmenter l'OTAN, le budget de l'OTAN. Même avec les armes qu'il va vendre à l'Europe, elles ne seront pas livrées de sitôt. C'est là le problème. Pourquoi est-il si difficile pour les Européens de comprendre leur position? Eh bien, désolé de rire, mais de quoi le président Trump se soucie-t-il vraiment? Eh bien, les présidents, et il n'a rien d'exceptionnel en cela, se soucient de leur pouvoir. Ils se soucient un peu plus, ou beaucoup plus que certains présidents, de transformer ce pouvoir en liquidité immédiate dans tous ses commerces, ceux qu'ils gèrent directement par l'intermédiaire de ses fils. Donc, transformer le pouvoir en argent, c'est la priorité numéro 1. La deuxième, c'est de préserver ce pouvoir, le reprendre au Congrès si nécessaire, et de le protéger lors des prochaines élections de mi-mandat, toujours à 2 ans d'intervalle, n'est-ce pas? Et ensuite, le protéger et le préserver pour votre prochain mandat si vous pouvez vous représenter, comme la plupart des présidents espèrent le faire, ou si vous ne le pouvez pas, comme c'est le cas de Trump pour le moment. C'est pour s'assurer que vos successeurs, ou peut-être vous-même si vous trouvez un moyen constitutionnel de le faire, préservent votre pouvoir. Je veux dire, c'est ce qui les préoccupe. Mais si vous voulez, nous pouvons revenir à ce problème fondamental du pouvoir et de l'argent. Imaginez ce qui se passerait si Trump arrêtait la guerre. Que se passerait-il en Europe? Maintenant, du point de vue de Trump, voici quelques chiffres à considérer. Pour le moment, la position de Trump est « nous allons devenir riches, moi, mes fils, les fils de Vekselberg, les fils de Lutsenko, etc., mon gendre Kushner, et ainsi de suite. Nous devenons tous très riches en ce moment. Mais si la guerre s'arrête, que devient l'engagement des 5% de l'OTAN? L'augmentation des dépenses de l'OTAN à 5% du PIB. C'est ce sur quoi les Européens se sont tous mis d'accord. Et en échange, les Européens ont dit « Nous vous paierons, président Trump. Vous, continuez simplement la guerre. » Maintenant, supposons que la guerre prenne fin. Trump l'arrête, obtient son prix Nobel de la paix, comme le président Poutine propose de le recommander pour lui l'année prochaine. Alors, il n'y aura plus aucune crédibilité en Europe pour l'engagement des 5% du PIB. Cela signifie plus d'achats de matériel militaire américain. C'est ainsi que l'administration Trump propose que l'Amérique s'enrichisse. Ce n'est pas méga, ce n'est pas ça. C'est MAGA. Rendre l'Amérique riche à nouveau. Très bien. Maintenant, regardons simplement les dépenses actuelles de l'Europe qui s'élèvent à environ 2% du PIB. Certains pays plus, comme la Pologne, d'autres moins. Cela représente environ 1,2 billion de dollars. Mais si cela passe à 5%, j'ai calculé que cela atteindrait environ 3,3 billions de dollars. Donc, Trump pousse et les Européens ont accepté à dépenser 1,1 billion de dollars supplémentaires. Du point de vue de Trump, cet argent va dans la poche américaine. Lui et sa famille, comme je l'ai dit, Witkoff, Feinberg au Pentagone et tous les autres qui ont été dans les affaires, estiment que ces 1,1 billion de dollars génèrent, selon leur taux de commission habituel, un nombre assez important de milliards de dollars. Pour qui?
pour eux-mêmes. Maintenant, comment l'Europe peut-elle dire « arrêtez la guerre et nous ne pouvons pas payer ». Mettre fin à la guerre ne coûtera pas seulement 1,1 billion de dollars supplémentaires aux États-Unis, mais cela détruira également le consensus politique interne dans chacun de ces pays. Pour la première fois, les partis d'opposition, l'Alternative pour l'Allemagne, ou AfD en Allemagne, gagnent du terrain. Je dis souvent « parti réformiste par erreur ». Alternative pour l'Allemagne est le terme correct. J'ai essayé de corriger cela la semaine dernière, mais je n'en ai pas eu l'occasion. L'AfD est le principal parti d'opposition en Allemagne, opposé à la poursuite de la guerre avec la Russie, et Merz les réprime. En Angleterre, ce n'est pas très différent. Le Reform Party, qui a été soutenu, par exemple, par Elon Musk, atteint 35% dans les sondages, bien devant le Parti travailliste de Starmer, malgré sa soi-disant victoire écrasante aux élections. Ainsi, chacune de ces dynamiques, la France est différente, et ainsi de suite, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, serait sérieusement mise à l'épreuve. Et ces dirigeants politiques faibles en Europe pourraient être anéantis si Trump mettait fin à la guerre. Donc, en réalité, Trump ne veut pas cela. Les Européens non plus. Ils ne sont pas fous, ils ne forment pas une coalition des décérébrés, comme certains podcasteurs aiment le dire. Ils ont fait leurs calculs. L'argent, le pouvoir. C'est de la politique et du cash. Maintenant, mettre fin à la guerre, d'une manière qui permettrait à Trump de remporter le prix Nobel de la paix, signifie créer une fausse fin à la guerre. Tout comme le plan de paix pour Gaza, le soi-disant plan de paix de Trump le montre. C'est faux. Le cessez-le-feu n'a duré que quelques jours. Les Israéliens ont recommencé à tuer des dizaines de Palestiniens par jour et ont repris la guerre. Alors, la Russie a-t-elle examiné de près et approuvé le soi-disant plan de paix de Trump à Gaza? La Russie évalue-t-elle la crédibilité ou la valeur de Trump dans un quelconque effort de paix? En conclut-il qu'ils peuvent parvenir à un accord avec Trump qui tiendrait réellement? Non, bien sûr que non. Mais si Trump dit « mettons fin au combat sur les lignes de front et négocions plus tard », c'est exactement ce que veulent les Européens. Comme tu l'as dit, Nima, se réarmer et poursuivre la guerre alors qu'ils sont en position de faiblesse, perdant un peu plus chaque jour. C'est donc inacceptable pour la partie russe, que ce soit Trump qui le dise, Zelensky, Starmer, Macron, Merz ou Meloni. C'est tout aussi inacceptable, parce que c'est faux. John, tu connais la nature de la relation entre les États-Unis et la Russie. Quand tu vois quelqu'un comme Kirill Dmitriev apparaître, publier et discuter avec Elon Musk, il dit imaginer relier les États-Unis et la Russie. Et il parle du tunnel, le tunnel Poutine-Trump, une liaison de 70 000, symbolisant l'unité. Il parle de l'entreprise capable de le réaliser, que cela coûte 65 milliards de dollars et que cela peut être réduit à 8 milliards. Ces gens, ces gens sont du métier. Ils discutent, ils savent comment communiquer entre eux. Mais quand il s'agit de la nature de la relation entre la Russie et les États-Unis, quelle part de cela est liée aux économies de ces pays? Et quelle part est liée à l'idéologie, à la nature ou à l'identité de ces deux nations? Encore une fois, une bonne question et une très grande. Permettez-moi d'y répondre ainsi. Il y a toujours eu un groupe de Russes, bien éduqués et très éloquents en russe, en anglais et dans d'autres langues, souvent formés à l'étranger, qui pensent très bien comprendre les pays où ils ont étudié. Dmitriev a fait ses études secondaires, universitaires et de 3e cycle aux États-Unis. Il pense comme un Américain. Il représente également une faction d'affaires en Russie, la faction des oligarques, qui est apparue en 1996 et s'est maintenue sous différentes formes jusqu'à aujourd'hui. Elle appréciait tellement les États-Unis qu'elle a coté ses entreprises aux bourses de New York ou du Nasdaq.
listed its companies on the New York or Nasdaq stock exchanges. It put its children into high school. Ils ont inscrit leurs enfants au lycée, comme Dmitriev, puis les ont envoyés dans des universités telles que Harvard, Yale, Stanford et les universités de Californie. Ils ont dissimulé leurs avoirs pour les protéger de la fiscalité russe, de la fraude russe, de la responsabilité des entreprises et de l'instabilité, telle qu'ils la percevaient, de leur propre fortune en Russie. Ils ont enfoui leurs avoirs aux États-Unis. Ils ont construit leurs chalets de ski, comme Abramovich l'a fait au Colorado, leur maison de plage à Miami, près du Mar-a-Lago de Trump. C'est ainsi qu'ils imaginaient l'avenir. Ils conservent encore une certaine influence au Kremlin, à Moscou. Que pensent-ils savoir du pays dans lequel ils ont préféré vivre et dont ils préfèrent que leurs enfants aient la citoyenneté plutôt que celle de leur patrie? Eh bien, ils pensent que la manière d'influencer la prise de décision américaine, c'est par la corruption, en payant pour cela. Ils appliquent leurs méthodes commerciales au domaine politique. Et ils n'ont pas forcément tort à propos des États-Unis. Ils ont toutefois été plus efficaces dans la corruption à Moscou qu'à Washington, car cette guerre, en grande partie à travers la guerre des sanctions, les a privés de leurs biens immobiliers. Abramovich ne peut plus rentrer chez lui dans l'Upper East Side de Manhattan, où il possède la moitié d'une rue. Oleg Deripaska ne peut plus rentrer près de DuPont Circle à Washington, D.C., où il avait une maison désormais entièrement verrouillée. Et ainsi de suite. La guerre des sanctions contre Poutine s'est étendue à ce que les États-Unis et les Britanniques ont toujours appelé le cercle autour de Poutine. La manière d'influencer Poutine pour qu'il arrête la guerre en imposant des sanctions aux oligarques. Chaque camp, Dmitriev d'un côté contre Trump et Musk, et nous y reviendrons. Et le camp britannique, qui impose des sanctions aux oligarques, pense que la théorie du pouvoir des oligarques est celle qui fonctionne. Or, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Le camp russe, on peut le critiquer comme il le mérite pour sa théorie politique simpliste. D'abord, il pensait pouvoir influencer la politique américaine en faveur de la Russie en cultivant le lobby juif à Washington. Le camp russe, à l'époque soviétique et depuis 1991, a cru que les Juifs influençaient les sionistes, que le lobby israélien influençait la présidence à un point tel que, si l'on cultivait leurs racines, c'est-à-dire en ce moment le président Netanyahou, cela orienterait plus favorablement la politique de Washington envers la Russie. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a pas marché. Ensuite, ils en sont venus à penser que l'argent parle, je viens de l'expliquer. Ça non plus, ça ne marche pas. L'autre camp pense la même chose. Punir les financiers proches de Poutine, leur retirer leurs jouets, leurs yachts de croisière en Méditerranée, les enfermer, et ainsi de suite. Et cela provoquerait un changement dans la conduite de la guerre de Poutine. Eh bien, ça fonctionne presque, mais plus maintenant. Ainsi, deux théories différentes de corruption mutuelle ont échoué à mettre fin au conflit à la racine, et donc au conflit militaire, que la Russie est en train de gagner sur le champ de bataille. Quand l'argent cesse d'influencer, ce sont les armes qui parlent, et les armes gagnent cette guerre, et ce sont des armes russes. C'est comme ça. Mais ce que nous avons vu, c'est une démonstration intéressante de la part de M. Dmitriev sur à quel point il se croit américain, en promouvant ce qu'il appelle un symbole de paix. Il propose, je suis désolé, je ris, mais c'est tellement prévisible, tellement ringard. Il propose le tunnel de la paix Trump-Poutine sous le détroit de Bering. Il a choisi le nom à partir du corridor international de la paix, Trump, dont nous avons déjà parlé, entre l'Azerbaïdjan et la frontière turque, en passant par le sud de l'Arménie, le corridor de Zangezur. M. Dmitriev a-t-il compris que si Trump aime autant ce projet qu'il l'a dit aux Arméniens et aux Azéris, alors il ne peut qu'adorer celui-ci.
Il y a cependant quelques problèmes. Peu importe que M. Musk possède The Boring Company, capable de forer sous la mer. La Russie n'est pas mauvaise dans ce domaine non plus, mais l'idée consiste en un pot de vin à Musk pour soudoyer Trump. Un symbole de paix ne résout pas les causes profondes du conflit. Voici donc le fil Twitter de M. Dmitriev à ce sujet. Il y a eu de nombreux tweets, vous n'en avez cité que 2. C'est un signe de désespoir de la part de la faction des oligarques russes autour de M. Dmitriev, qui perd sa capacité à influencer les négociations auxquelles il participe face à son homologue Stephen Vitkov. Est-ce une mesure désespérée ou une marque de confiance croissante? Il y a eu d'autres efforts plus importants et ils ont tous échoué. Il y a eu une tentative du côté russe, menée par Igor Sechin et Rosneft, la compagnie pétrolière d'État, pour convaincre ExxonMobil que si Trump pouvait alléger les sanctions, cesser de les appliquer, réduire la guerre économique entre les deux camps, alors ExxonMobil pourrait récupérer ses concessions à Sakhalin. Cela a échoué. ExxonMobil a été poussé à déclarer « Cela ne mène nulle part. Nous ne sommes pas prêts à reprendre ». Le côté russe a répondu « Vous n'êtes pas prêts à reprendre. Nous non plus ». C'est donc une affaire bien plus importante. C'est plus de 8 milliards de dollars. Si ExxonMobil et Igor Sechin ne parviennent pas à conclure un accord, Kirill Dmitriev, Elon Musk et Donald Trump ne vont pas non plus conclure un accord pour un tunnel de la paix à 8 milliards de dollars. Mais, voyez-vous, je suis surpris que Dmitriev parle de symbole de paix alors qu'il s'agit en réalité d'argent, exactement comme vous l'avez dit. 8 milliards de dollars, une économie colossale par rapport aux estimations des soviétiques à l'époque. Devinez où va une partie de cet argent et dans quelle poche. C'est là que va la différence. Bien sûr, c'est un énorme système de pots de vin, un BBS, et non un tunnel de la paix Trump-Poutine. Mais cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre, et en temps de guerre, ce sont les armes qui font la différence, pas l'argent. John, comment l'Europe gère-t-elle ou fait-elle face à l'administration Trump? Est-ce l'Europe elle-même, l'OTAN, ou quelque chose au-delà de cela? Le lien entre les dirigeants européens et l'establishment aux États-Unis, à quel point est-il solide? Il me semble qu'ils regardent Donald Trump, qu'ils observent l'administration. Ils sont arrivés en parlant des minerais en Ukraine. Tout cela ne mène à rien. Juste des vagues et des vagues de propagande qui nous détournent des causes profondes du conflit en Ukraine. Et il semble que ces discussions s'orientent vers le même type de, vous savez, distraction. Ne pensez-vous pas qu'après tout, je parle de Kirill Dmitriev et qu'il essaye d'établir des liens, mais l'establishment aux États-Unis s'intéresse-t-il vraiment aux relations économiques ou se concentre-t-il surtout sur son objectif principal, sa finalité essentielle, à savoir l'idéologie qu'il défend, l'hégémonie mentionnée dans la doctrine Wolfowitz? Est-ce là le cœur du problème? Ou pourrait-il changer d'avis à cause de la Chine, à cause de l'ascension de la Chine? La Chine est en train de s'imposer, et personne n'est capable de rivaliser avec ce pays immense, gigantesque. Cela va-t-il influencer l'état d'esprit de l'establishment aux États-Unis? Eh bien, c'est une grande question. Et en partie, vous y avez déjà répondu. Oui, par où commencer pour y répondre? Laissez-moi essayer. Il y a eu de nombreuses tentatives dans l'histoire universitaire récente des États-Unis pour décrire qui compose l'establishment américain. En ce moment, on parle de l'État profond. Il y a longtemps, un grand Américain, C. Wright Mills, a écrit un livre intitulé The Power Elite, dans lequel il décrivait la relation entre l'argent, les affaires, le pouvoir, la politique et les aventures militaires aux États-Unis.
Comment ces sphères coordonnent leurs activités autour de la guerre et du commerce et comment elles diffèrent entre elles? Je suppose qu'en tant qu'étudiant, je pensais que l'élite du pouvoir était motivée par l'idéologie. That the power elite was motivated by ideology. I've grown up to think that J'ai grandi en pensant qu'il fallait d'abord regarder l'argent, la structure de l'économie. On considère le pouvoir économique comme la base et l'idéologie comme une sorte de production, une mise en scène que la base finance pour servir ses intérêts. Et nous n'allons pas nous lancer dans quelque chose qui endormirait tout le monde, puisqu'ils pensent probablement avoir déjà quitté l'université ou l'école. Nous ne voulons pas passer par tout cela. C'est la théorie elle-même. Mais tu as mentionné la différence entre l'argent, le pouvoir et l'idéologie. Disons simplement qu'il y a eu plusieurs générations de débats à ce sujet aux États-Unis et plusieurs générations de débats dans les écoles d'Europe et dans celles de l'Union soviétique aussi. Mais si tu regardes un gros titre aujourd'hui et je lis simplement un article paru aujourd'hui, publié il y a 5 heures dans le FT à Londres. Le média de propagande, détenu par des Japonais au service des milieux d'affaires là-bas. Le titre indique que l'armée américaine vient de demander à des groupes de capital investissement, dont Apollo, Carlyle, KKR et Cerberus, de proposer des projets stratégiques consistants pour contribuer au financement des contrats de rénovation d'infrastructures d'une valeur de 150 milliards de dollars. Cela illustre-t-il la manière dont l'establishment américain cherche à tirer profit de la guerre? C'est normal. Du côté russe, on pourrait faire une analyse intéressante, bien que je ne le ferai pas, puisque nous sommes en guerre, de la relation entre les oligarques russes et l'économie de guerre. Construction de véhicules militaires, de missiles, de drones, et ainsi de suite. Les économies de ces pays sont désormais de plus en plus militarisées. Les puissances en place, les sidérurgistes, les fabricants de tuyaux, les industries numériques, et ainsi de suite, doivent en profiter, car l'argent afflue. Il est politiquement judicieux de sous-traiter ces contrats et de s'assurer que Trump obtienne une belle part, tout comme Peter Thiel, un autre grand bailleur de fonds de Trump, qui reçoit une part importante de ce que nous avons appelé le dôme d'or dans l'espace. Ainsi, sur Terre, comme dans l'espace, partout où l'on regarde, tout le monde gagne de l'argent. Gagner de l'argent rend les gens heureux. En rendant les gens heureux, il reverse quelques pourcents en direction de Trump pour sa réélection. Et il contrôle les médias qui produisent ce que nous lisons comme l'idéologie. La guerre est nécessaire parce que les Russes vont menacer. C'est la ligne idéologique. C'est pourquoi, en bas de l'écran, on peut lire « Vive le Novichok ». C'est un succès idéologique, d'abord britannique, puis allemand, ouvrant la voie à la fabrication de la guerre et à la recherche du profit. Je pense donc avoir tourné autour du sujet, mais j'espère que cela répond à votre question sur la manière dont l'establishment américain pense. C'est la manière de penser des faiseurs d'argent. Ils ne pensent pas différemment à Moscou, dans la City de Londres, à Paris, à Francfort ou ailleurs. Ce n'est pas une prédiction de l'avenir du monde, mais j'espère que cela répond à votre question, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. John, est-ce bien la réalité dont tu viens de parler? Est-ce que c'est compris en Russie? Jusqu'où cela va-t-il dans la direction? Vois-tu les personnes impliquées, celles qui ont beaucoup d'influence, même dans les négociations? Est-ce qu'elles le comprennent vraiment? Tu parles de la direction de Vladimir Poutine et du ministre des Affaires étrangères de la Russie, et les autres qui travaillent avec eux. Sont-ils totalement en accord avec la grande politique de la Russie? Eh bien, tu poses d'excellentes questions aujourd'hui, Nima. Nous n'avons pas assez de temps pour aborder toutes les réponses. Comment pourrais-je répondre à celle-là? D'abord, cela fait quoi?
30 ans maintenant que je passe mon temps en Russie à analyser les relations que tu viens de mentionner. D'abord dans les derniers jours de l'Union soviétique, puis sous Eltsine, et maintenant sous Poutine. Je dois dire qu'une grande partie de mes écrits est comprise par les lecteurs experts, les lecteurs du marché, comme portant sur le pouvoir des oligarques russes dans les métaux, les minéraux, les mines, le transport maritime, et ainsi de suite. L'essentiel de mon travail s'est concentré sur la manière dont les oligarques font exactement ce que tu viens de décrire, orienter le pouvoir dans leur direction. Il y a beaucoup de livres à ce sujet et des milliers d'histoires de danse avec les ours. Je ne dis pas cela pour me promouvoir, ni pour vous supplier de lire mes livres. Ce que je peux dire cependant, c'est qu'une fois que nous sommes entrés en guerre, je ne parle pas des entreprises des oligarques. Je ne les analyse pas. Mon travail en Russie consistait à analyser ce qui pouvait être observé sans être nécessairement approuvé par les oligarques et à l'examiner du point de vue de l'intérêt national russe, à analyser qui en tirait profit. Depuis la guerre, et depuis que la guerre des sanctions a visé les oligarques, il ne s'agit pas pour moi d'enterrer mes différends avec Oleg Deripaska, qui a tenté de me tuer en 2001 ou en 2009. Il n'aimait pas mes reportages sur sa tentative d'introduire son entreprise en bourse. Cette histoire est racontée dans L'homme qui en savait trop sur la Russie. Nous enterrons la hache de guerre, mais en temps de guerre, je ne peux pas permettre que mes reportages apportent aide et réconfort à l'ennemi. Et dans ce cas, chaque camp est en guerre contre l'autre. Voilà, c'est ma position. Donc, je ne m'en mêle plus. Appelons cela les affaires secrètes de l'oligarchie du côté russe. Cependant, vous avez posé une autre question qui mérite une réponse. Comment cette génération d'oligarques a-t-elle influencé la prise de décision du président Poutine concernant cette guerre? Y avait-il des opposants à la guerre, comme les gouvernements américains et britanniques par exemple, pensaient qu'il y en aurait? Et il y en avait, certains plus explicitement que d'autres. Nous n'allons pas nous donner la peine de citer des noms. Mais la campagne visant à les amener à influencer Poutine a-t-elle réussi? Non, c'est un échec total, sauf que le président Poutine doit représenter et équilibrer. Il existe une démocratie russe, et la démocratie exige un équilibre politique entre l'opinion publique, les grands propriétaires et contrôleurs de l'économie et les principales forces de décision, les services civils, militaires et de renseignement. Il doit trouver un équilibre. Et lorsqu'on équilibre, il faut écouter. Autrefois, le président Poutine organisait chaque année un dîner de Noël avec les oligarques. Pendant plusieurs années, entre le 10 et le 31 décembre, il invitait les oligarques au Kremlin. Il participait à une sorte d'émission publique, puis il dînait en privé. Depuis environ 2018, les personnes qui assistaient à ce dîner sont devenues réticentes à voir leur nom rendu public, car cela revenait à inviter les va-t-en-guerre des sanctions de Washington à les prendre pour cible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ainsi, le dîner de Noël des oligarques a cessé d'exister, parce que nous sommes en guerre. Cela signifie-t-il que les oligarques ne critiquent pas l'administration sur telle ou telle question? Si, ils la critiquent profondément, comme ils le font dans l'ensemble de l'équilibre russe, si l'on peut dire, avec des taux d'intérêt de la Banque centrale à 18%, 19%, 20%, qui ont écrasé l'économie et causé bien plus de dégâts à l'économie russe, à son moral de guerre et à ses capacités que n'importe quel missile ou drone tiré sur l'arrière-pays russe par les Ukrainiens, les Britanniques ou les Américains. Oui, il existe donc une critique vive et active de la politique économique intérieure sur la question de savoir qui doit en bénéficier,
qui doit générer la croissance, qui maintient le peuple russe satisfait, employé et uni derrière le président Poutine, comme c'est le cas dans une plus large mesure que pour les dirigeants politiques ailleurs. Mais pour revenir à votre point, oui, il y a des critiques des oligarques. Oui, il y a des critiques d'intérêts d'oligarques ou de secteurs dominants concernant la manière dont la guerre est menée. Préférerait-il revenir au statu quo, symbolisé par Kirill Dmitriev et son tunnel de la paix? Oui, sans aucun doute. Cela fait-il une différence significative sur le champ de bataille? Non. Cela fait-il une différence significative en diplomatie? Oui, tout à fait. Mais si le camp américain continue de mener sa guerre pour les intérêts de ses propres oligarques, comme nous l'avons dit au départ, les oligarques cèdent leur place sur le front aux militaires. Je me souviens, John, lorsque la guerre en Ukraine a commencé et que de nouvelles sanctions ont été imposées aux oligarques russes. C'était un moment où Poutine est intervenu et a déclaré, en s'adressant aux oligarques, « Si vous ne pouvez pas aider la Russie, alors nous n'avons pas besoin de vous. » Comment voyez-vous la position de ces oligarques en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine? Leur situation a-t-elle été profondément affectée? Je veux dire, leur influence sur la politique étrangère de la Russie a-t-elle changé à cause des sanctions et de ce qui s'est passé entre l'Occident et la Russie? Quelle est la position de ces oligarques en Russie aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était avant le début du conflit en Ukraine? Eh bien, en un mot, ils sont beaucoup plus silencieux. Premièrement. Deuxièmement, il y a eu quelques manifestations, n'est-ce pas? Yevgeny Prigojine a accumulé, disons, environ $1 milliard de richesses qu'il comptait faire fructifier à la fois comme entrepreneur militaire dans la conduite de la guerre et comme combattant lui-même. Et lui, comme nous le savons tous, s'est exhibé sur le champ de bataille représentant ses hommes lorsqu'il parlait et est devenu un critique politique du chef d'état-major général, du ministre de la Défense et indirectement du président lui-même. La leçon de Prigojine, la tentative de se rebeller, la tentative de transformer la critique en plus d'argent, plus d'influence au sein du ministère de la Défense, comme Prigojine le recherchait, et plus d'influence politique sur la présidence, comme la rébellion l'a montré, s'est terminé négativement à un moment donné pour Prigojine, lorsqu'il a persisté malgré la fin relativement pacifique de sa rébellion. Il a continué et a donc violé le « S'il te plaît, tais-toi maintenant, Yevgeny. Va en Afrique, perds-toi. Tu es hors de la politique désormais. » Quand Prigojine n'a pas voulu l'accepter, l'effet de démonstration a été assez évident. Il est mort. Alors, qu'est-ce que cela dit à quiconque nourrit des ambitions comparables en Russie? Tais-toi. Négocie ton territoire. N'aie pas d'ambition au-delà de tes moyens. Préserve tes moyens, car les implications, les conséquences en temps de guerre pourraient être très négatives pour toi. C'est la leçon de prudence pour tout le monde, comme le président Poutine l'avait indiqué à Mikhail Khodorkovsky des années et des années auparavant, quand nous n'étions pas en guerre. Tu veux de l'ambition politique. Tu veux nous vendre aux États-Unis. Tu veux me remplacer toi-même comme président. Voilà les défis que Mikhail Khodorkovsky a lancés au président Poutine. Et la leçon, c'est qu'il a fini en prison pendant 10 ans et qu'il est maintenant en exil, faisant de petits bruits à Londres. Tais-toi. Occupe-toi. Prends soin de ton propre jardin. Et ils le font. Sans entrer dans les noms, il y a une diversification vers les véhicules militaires et toutes sortes de technologies militaires, financées par l'État. Les oligarques préfèrent l'argent public. Il vient plus facilement et à moindre coût que la concurrence capitaliste. Ce ne sont pas des icônes du capitalisme. Ce sont des icônes du système oligarchique, qui est différent des deux côtés. Des deux côtés.
John, en avançant avec la réunion entre Trump et Poutine, à ton avis, quelles concessions la Russie peut-elle faire dans le cadre des négociations avec les États-Unis? Y a-t-il quelque chose qui pourrait surprendre les États-Unis dans ce que les Russes ont à offrir? Je suis désolé, veux-tu dire. Les Américains sont-ils surpris? Non, je veux dire, est-ce que les Américains, la Russie est-elle prête à offrir quelque chose de surprenant aux Américains? Quelque chose qu'ils pensaient que la Russie ne concéderait jamais? Ou bien, comme nous le savons, la position reste-t-elle la même, et ils ne vont pas changer d'un seul pouce? C'est une position ferme de la part des Russes. En apparence, le président Poutine, M. Lavrov et tous ceux qui représentent la Russie dans ces négociations témoignent d'un respect maximal envers le président Trump en tant que président des États-Unis. Et dans une certaine mesure, ils le flatteront, comme le font les Européens. Ils chercheront à se concilier ses faveurs, à le promouvoir pour le prix Nobel de la paix, et ce genre de choses. Mais sous la surface, ce qui a été mis à l'épreuve en Alaska par le président Trump et le président Poutine ensemble, puis à nouveau lors du récent appel téléphonique, ils testent la question fondamentale. D'un côté, nous devons comprendre ce que pensent les Américains. De l'autre, nous devons réfléchir à ce que pensent les Russes. Et puis, d'un autre côté encore, nous devons faire intervenir le Premier ministre Modi de l'Inde, car c'est ainsi que les Américains raisonnent en ce moment. Voici comment la marionnette de ventriloque, le président Trump, a exprimé leur façon de penser. Ils croient que la menace d'attaque de missiles Tomahawk ou à longue portée, fabriquée et opérée par les États-Unis, mais sous l'égide de l'OTAN, financée par l'OTAN et lancée depuis le champ de bataille ukrainien vers la Russie, effraie, dissuade et amènera Poutine à faire des concessions territoriales et autres. C'est ce qu'ils pensent. Ils croient aussi que la guerre économique est encore à venir. L'annonce de Trump, selon laquelle il aurait convaincu le Premier ministre Modi et le gouvernement indien d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Les Américains pensent, le camp américain pense, le cercle de Trump pense, tout comme les Européens, que si le commerce pétrolier de la Russie est interrompu, la perte économique sera si grave que le président Poutine viendra faire le genre de concessions dont vous venez de parler. And make the kinds of concessions you just asked about. So now that's what the US side thinks. Donc maintenant, voilà ce que pense la partie américaine. Nous pouvons passer à la partie russe, puis à la partie indienne, comme exemple pour répondre à vos questions. Je dois reconnaître qu'un de mes collègues, Jim Jatras, ancien fonctionnaire du département d'État, a expliqué cela très clairement à tout le monde depuis qu'il a écrit un bon article en décembre dernier. D'un côté, comme Jatras, moi-même et beaucoup d'autres l'avons souligné, et comme tout le monde le souligne dans vos podcasts, la demande de cessez-le-feu immédiat est inacceptable, car elle devient simplement une occasion d'arracher une victoire pour les Ukrainiens à la défaite qu'ils subissent des mains des Russes. Et les Russes le comprennent. Le problème sous-jacent est donc le suivant. La partie russe peut-elle faire confiance à un quelconque engagement, à un accord signé, à une disposition concernant une concession russe que la partie américaine accepterait? Réponse, non, ils ne le peuvent pas. On ne peut faire confiance à rien de ce que les Américains proposent, ni à Witkoff comme négociateur, ni à Rubio comme négociateur, ni à Trump comme négociateur. Et les Russes ne sont pas aveugles. Personne ne l'est. Nous venons d'assister à 2 cycles de négociations qui se sont soldés par la guerre et encore plus de guerre, malgré un soi-disant cessez-le-feu de Trump. Nous l'avons vu avec l'Iran et nous l'avons vu avec Gaza. La Russie peut-elle être assez naïve pour ne pas en tirer cette conclusion?
Donc, en un sens, la réponse à votre première question est oui. Il y a eu des concessions russes, dont on a parlé dans les médias occidentaux peu fiables. Ensuite, si vous faites une concession à un négociateur américain, celui-ci, en l'acceptant à la table des négociations, peut-il la mettre en œuvre et s'y tenir plus de quelques jours? Réponse. À quoi ont abouti les offres de Vitkov aux Iraniens? À une tromperie avant que les États-Unis et Israël n'attaquent l'Iran. À quoi ont abouti les engagements de Vitkov, Kushner et Trump pour la Palestine? À rien qui ait duré plus de quoi? 5 jours. Nous pourrions donc entrer dans les détails des concessions territoriales sur le Donbass. Et nous avons déjà noté que Trump est fixé sur les lignes territoriales parce qu'il pense qu'un cessez-le-feu immédiat sur cette ligne est ce que les Russes accepteront. Eh bien, ils ne le feront pas. Le cessez-le-feu est inacceptable. Et la Russie avance de plus en plus vers l'ouest, détruisant l'ensemble des infrastructures énergétiques, ferroviaires et autres qui soutiennent la guerre en cours. Il doit donc y avoir une zone démilitarisée entre les lignes, et la position de la Russie est qu'elle inclut les 4 régions, le Donbass, la Novorossia ainsi que la Crimée. Il doit y avoir une zone démilitarisée entre cette frontière occidentale et la zone à partir de laquelle les armées ukrainiennes, américaines, britanniques, françaises et d'autres lancent leurs missiles et leurs drones contre la Nouvelle-Russie et l'arrière-pays russe. Une zone démilitarisée peut être surveillée par des drones, par des systèmes automatiques ou par des moyens d'intelligence artificielle. La question est donc, quel type de dispositif de maintien de la paix aurait-on du côté occidental de la zone démilitarisée? Et quel type de régime d'inspection? Et par qui? Eh bien, le camp russe dit « pas d'Européens, car ils nous ont combattus ». Eh bien, nous avons vu à quoi ressemble la contribution américaine, ou plutôt anglo-américaine, à un maintien de la paix crédible. C'est le Conseil de la paix, le BOP, que Trump a proposé, avec Tony Blair comme directeur général, pour mettre en place une sorte de force fantoche composée de Pakistanais et d'autres, mais sous contrôle militaire israélien, afin de désarmer le Hamas. Autrement dit, si l'on compare simplement l'un et l'autre, on comprend que, quelle que soit la proposition américaine, la partie russe ne peut pas accepter qu'il s'agisse de garanties de sécurité sur lesquelles la Russie pourrait compter. Donc si l'on ne peut pas accepter, parce que les États-Unis se sont révélés peu fiables, des garanties de démilitarisation, on ne peut pas non plus accepter des garanties de dénazification. Ce sont les 2 objectifs stratégiques. On ne peut pas permettre à une Ukraine résiduelle de se réarmer et de rester une plateforme. Mais si la partie américaine dit « nous ne le ferons pas », le président Poutine est-il prêt à dire « d'accord, vous ne le ferez pas ». Eh bien, comment peut-il en être sûr, compte tenu de leur histoire récente? Peut-être que le président Poutine n'est pas si poli. Peut-être qu'il l'est davantage. Mais le problème sous-jacent, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères Lavrov ce matin à Moscou, c'est que tant que nous ne parviendrons pas à faire accepter aux États-Unis et aux Européens que les causes profondes résident dans leur propre tentative de détruire la Russie et à s'engager dans un pacte de sécurité mutuelle contraignant, sur quoi peut-on compter, sinon sur une pause avant la reprise des combats? Et comme nous venons d'essayer de le dire, cela pose un sérieux problème financier, un problème de pouvoir, pour la Russie, pour les États-Unis, pour l'Europe, sans parler de Zelensky, qui s'enrichit à Lviv et en Pologne, où qu'il opère ces temps-ci. Alors cela ressemble-t-il à une structure de méfiance impossible à résoudre lors d'un sommet? Cela semble plutôt impossible, n'est-ce pas? Tous ceux qui écoutent peuvent se creuser la tête et se demander
Eh bien, comment feriez-vous si vous étiez à cette place? Pouvez-vous accepter quelque chose d'aussi temporaire? Le plan de paix de Trump pour la Palestine au Moyen-Orient n'a duré que 7 jours. Alors si le président Poutine dit « Je te soutiens pour le prix Nobel de la paix de l'année prochaine. Allons à Budapest et faisons un spectacle. » Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Il y a un sérieux problème du côté russe pour comprendre quel est le but de cette mise en scène, s'il est aussi fiable qu'on vient de le voir à Gaza ou en Iran. Et maintenant, il reste une autre partie, un autre point que j'ai mentionné. Le camp américain pense que couper les achats de pétrole de l'Inde à la Russie suffira à régler la question. En d'autres termes, la mentalité n'est pas fondée sur une sécurité mutuelle et indivisible, ni sur des garanties. Il s'agit d'intimider et d'imposer sa volonté à la partie la plus faible. Vous ferez ce que nous voulons. Voilà la mentalité. Je pense que nous venons d'expliquer pourquoi cela ne fonctionnera pas vraiment pour une armée victorieuse sur un champ de bataille perdu. Alors ils se disent, le Premier ministre Modi a appelé Trump et a dit « Nous allons couper le pétrole ». Eh bien, il n'a pas téléphoné. Mes sources indiennes affirment qu'il y a eu un message. Il a été remis à Trump par le secrétaire d'État indien aux Affaires étrangères. Laissez-moi retrouver le nom exact. Kirti Badhan Singh, qui représentait M. Modi lors du sommet de Sharm el-Sheikh la semaine dernière. Il y a bien eu un message, mais le point de vue indien, si vous me permettez d'y revenir un peu, est très intéressant. Les Indiens subissent le même type de pression américaine que la Russie. Le président Poutine sera à Delhi pour rencontrer M. Modi le 6 décembre et ils pourront échanger leurs expériences. Mais c'est évident, le camp américain a désormais pris le contrôle de l'armée pakistanaise. Ainsi, l'Inde comprend, après avoir vaincu le Pakistan lors d'une guerre récente, l'avoir défait et lui avoir imposé ses conditions, que les États-Unis sont en train de reconstruire l'armée pakistanaise comme une plateforme pour attaquer l'Iran à l'ouest et à nouveau l'Inde à l'est. Le côté indien comprend que la CIA mène des opérations clandestines. Nous savons que le président Trump soutient publiquement des opérations secrètes contre les régimes qui l'opposent, comme le Venezuela. Il existe des opérations clandestines en Inde contre Modi visant à soutenir la famille Gandhi et le parti d'opposition du Congrès. L'Inde comprend, sans manquer de politesse envers M. Trump, qu'il existe des opérations secrètes américaines. Il y a ensuite l'influence des États-Unis sur la frontière orientale de l'Inde, au Bangladesh. Ensuite, l'Inde est confrontée à un défi au nord, venant de la Chine. Eh bien, mes sources indiennes disent, regardez, nous pouvons essayer d'apaiser Trump, mais nous ne serons ni victimes de chantage, ni intimidés. Nous comprenons nos intérêts nationaux. Notre commerce pétrolier sera régi par nos intérêts nationaux. Et c'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères en Inde a réagi. C'est ainsi qu'ils ont répondu à l'appel téléphonique rapporté, qui n'était pas vraiment un appel, mais un message entre Modi et Trump. Il est très important de comprendre à quel point Modi perçoit la position de l'Inde de manière similaire à celle dont le président Trump comprend la position de la Russie. Ce sont des alliés stratégiques dans la fourniture d'armes, dans la coopération à long terme et dans le soutien politique. Mais examinons cela. L'Inde, et c'est là la surprise de Modi à laquelle Trump et son équipe n'ont pas pensé, est l'un des plus grands importateurs mondiaux d'armes étrangères, pour environ 15 milliards de dollars l'an dernier. Le camp américain veut contraindre l'Inde à acheter des F-35. Le camp indien, lui, a pris des décisions politiques pour acheter des avions français et envisage le Su-57. Comparé au F-35, incroyablement coûteux, inefficace et peu fiable sur le plan militaire, l'offre russe est intéressante.
Mais Trump ne comprend pas que Modi dispose de sa propre arme militaire face aux États-Unis. Couper toute perspective d'achat d'armement. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, l'Inde ne tolérera pas l'ingérence américaine à ses frontières. Il présente le même problème que celui que nous venons d'exposer, celui que le président Poutine avec les États-Unis et les Européens sur le champ de bataille ukrainien et ailleurs. Ainsi, l'Inde et la Russie, M. Trump et ses ventriloques peuvent en être certains, ne s'abandonneront pas mutuellement sous la pression américaine. Car les Indiens comprennent que cela finirait par détruire l'Inde, de la même manière que Trump et les Européens veulent détruire la Russie. Cela n'arrivera pas. La manière dont le commerce du pétrole sera géré, quelles que soient les sanctions que les Américains imposeront aux Indiens et aux Russes, reste un secret commercial tout à fait convenable. Et il ne faut pas croire, personne ne devrait croire, quoi que ce soit de ce qu'il lit dans Bloomberg ou dans les soi-disant médias du commerce pétrolier qui diffusent une propagande idéologique et belliciste. Yeah. I think the Indian factor in the whole calculation. Oui, je pense que le facteur indien dans l'ensemble du calcul est, d'une certaine manière, il est tout simplement très important. Très important à la fois pour les Russes et pour les Américains. Mais comme vous l'avez mentionné, l'Inde ne va pas sacrifier sa sécurité ni ses intérêts nationaux à cause de sa relation avec qui que ce soit, d'après ce que je comprends. Et voici un ajout. Je suis désolé de t'interrompre, Nima, parce que je suis d'accord avec ce que tu disais. Voici une autre surprise de Modi. L'Inde va renforcer ses relations économiques, commerciales et d'investissement avec la Chine. Plus Trump pense exercer de pression sur l'Inde pour qu'elle rompe ses liens avec la Russie, plus cette pression incitera en réalité l'Inde à prendre les types d'accommodements que le président Xi et le Premier ministre Modi ont déjà commencé à discuter. La Chine est un adversaire potentiel majeur de l'Inde. Les Indiens l'acceptent tous. Ils ont mené des affrontements frontaliers et doivent se préoccuper et se préparer à toute forme de guerre chinoise. Mais plus la guerre sera menaçante, États-Unis, plus Pakistan ou États-Unis, plus Bangladesh, plus les États-Unis voudront se montrer menaçants envers l'Inde, plus il y aura une entente, certainement au niveau du commerce et de l'investissement, puis dans la logistique des transports à travers le nord de l'Inde, et ainsi de suite. Il y aura d'autant plus d'entente entre la Chine et l'Inde. Et l'Inde ne cédera rien publiquement, rien de spectaculairement visible. Sa relation passée avec le Pakistan signifie que le maréchal Asim Munir deviendra, comme beaucoup le soulignent, le soldat favori aux côtés des Israéliens pour la Maison-Blanche du président Trump. Cela a un effet boomerang surprenant. Et l'Inde et la Chine sont sur le point d'apprendre aux États-Unis comment fonctionnent les boomerangs. Yeah, exactly. Oui, exactement. Merci beaucoup, John Helmer. John, great pleasure as always. Un grand plaisir, comme toujours. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. Voyons à quoi ressemblera le monde la semaine prochaine. Oui, exactement. À bientôt. Merci.